Bonjour et bienvenue dans Sportissimo, au cœur du sport avec le RCF. Chaque semaine, Philippe Bodillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Brigitte Dédier, grande figure du judo français et médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Brigitte, bienvenue rue Éblé, au siège du Racing Club de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes dans ta carrière et dans ta vie professionnelle. Alors donc, Brigitte Dédier, j'ai été 3 fois championne du monde de judo, vice-championne olympique à Séoul, sous les couleurs du Racing. J'ai eu la bonne idée de faire des études en même temps que ma carrière de sportive de haut niveau, donc j'ai fait Subdeco Toulouse. Ça m'a ouvert des portes dans les entreprises privées. J'ai fait pas mal de sociétés dans les directions de la communication, du sponsoring. Et puis, je suis revenue vers le sport avec notamment un poste de directrice technique nationale à la Fédération française de judo pour allier en fait mes compétences, on va dire, entreprise et sport. J'ai continué en étant directrice de la Ryder Cup 2018 pour la Fédération française de golf. Et mon dernier poste professionnel était donc à l'Agence nationale du sport en tant que conseiller experte à la performance, l'agence du sport qui accompagne les fédérations et leurs équipes de France pour être performants, bien sûr, à Paris en 2024, mais aussi sur toutes les grandes compétitions internationales. Carrière très, très diversifiée. Alors si on revient sur la partie de sportif de haut niveau, comme tu l'as dit, tu as fait Subdeco. Comment est-ce que tu arrivais à concilier ces deux activités de très haut niveau, puisque voilà, championne du monde quand même, et puis Subdeco, qui n'est pas une petite école. Donc, comment est-ce que tu faisais pour concilier ces deux activités? Alors heureusement, les choses ont bien changé, mais c'est vrai que moi, j'avais absolument aucun avantage, sauf le droit de ne pas être tout le temps en cours. Voilà, c'était le seul avantage qu'on m'avait octroyé. Donc, il faut s'organiser, et les journées en 24 heures. J'allais courir très souvent le matin avant les cours, et je m'entraînais le soir après les cours, et j'essayais de faire au mieux. Mais bon, heureusement, les choses ont bien changé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aménagements possibles, que ce soit avant le bac ou après le bac, pour les sportifs de haut niveau, parce qu'il faut dire que même l'entraînement s'est beaucoup intensifié aussi, hein, et les déplacements se sont beaucoup généralisés. Aujourd'hui, un judoka, un escrimeur, il fait 2 fois le tour du monde dans une Ouais. saison sportive. Donc c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais les solutions sont aussi plus adaptées. La rencontre avec le Racing Club de France, alors elle se fait comment? Alors le Racing, ça se fait assez naturellement, puisque le Racing avait une équipe de champions, un peu dans toutes les disciplines, hein, dans les années 80. Et donc quand je suis championne du monde en 82 à Paris, effectivement, le président de la section du moment vient me voir, puisque voilà, je m'entraînais, je venais de monter de ma province, je suis originaire de Montauban, et bien, on sait bien que voilà, nous, enfin les provinciaux en tout cas, et les judokas aussi, on aime avoir un club, avoir un lieu où on se retrouve, où on travaille de façon différente, un peu plus sur la qualité, un peu moins sur la quantité. Voilà, et c'est effectivement, le club m'a apporté tout ça, un groupe de gens avec qui je m'entraînais, qui sont devenus des amis souvent, des entraîneurs de bon niveau, et puis une ambiance de club, indispensable pour moi dans la pratique du sport. Oui. Et alors, si on passe sur l'actualité, bon, le judo français est un judo qui brille. On a encore vu ça au Grand Slam, et il y a les Jeux qui se préparent. Euh, comment on peut expliquer cette performance assez continue en fait du judo français au niveau international? Alors c'est vrai que le judo français a toujours brillé, même dans les toutes premières compétitions dans les années 60 chez les hommes. Les filles elles, brillent depuis le premier championnat du monde en 80 à Moscou, pardon, à New York. Euh, les filles sont d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus de résultats que les garçons. Mais en tout cas, c'est un sport qui plaît beaucoup en France. On est plus de 550 000 Ouais. adhérents. Il y a d'abord un club partout en France, hein. À côté de chez vous, il y a forcément un club. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et puis, moi, je dis souvent que c'est un sport, c'est un jeu, c'est un duel. On est deux, il faut amener l'autre à faire
l'erreur qui va nous permettre de le mettre sur le dos. Et ce côté joueur, je pense que ça représente bien les Français. On, on aime le travail, mais quand même pas non plus, on n'est pas sacadolistes. Et il faut trouver, il faut improviser, il faut savoir innover, voilà, tout en restant dans le plaisir, parce que si on ne s'amuse pas à l'entraînement, ça va être très difficile. Donc, le fait d'avoir eu des champions très tôt a aussi amené une image de, voilà, quand on a l'équipe de France, c'est presque normal d'être champion. Les plus anciens l'ont été, derrière nous, il y en aura, donc on n'a pas cette appréhension d'ouvrir une voie. Voilà, donc c'est les premiers champions du monde, Jean-Luc Rouget chez les hommes, Jocelyn Triado pour les femmes, c'est eux qui nous ont montré la voie et qui nous ont laissé vraiment un boulevard, on va dire. Et donc, est-ce que tu es optimiste sur le judo français aux Jeux Olympiques de Paris? Oui, oui, oui. Alors d'abord, je suis d'une nature optimiste, mais en plus, oui, voilà, l'expérience, la qualité des judokas aujourd'hui, alors encore une fois, surtout chez les femmes, désolé, il y a quelques hommes, au-delà de Riner, hein, parce que Riner c'est un cas particulier, mais on a un ou deux jeunes qui commencent à montrer leur bout de leur nez. En tout cas, l'équipe de filles qui est très solide, très, très cohérente. Et puis moi, ce que j'aime bien chez les champions de judo en général, c'est que c'est des grosses personnalités, hein, ça, c'est sûr, un sport de combat, ça amène quand même souvent des gens à forte personnalité, mais ils ont leur place dans la société, ils la défendent, que ce soit Clarisse sur sa maternité assumée, que ce soit les jeunes sur les problèmes de difficultés d'entraînement, des choses comme ça. Ils prennent la parole, ils osent, ils assument leur rôle de leader, entre guillemets. Alors, si on revient sur ton parcours, tu as dit toi-même que tu avais été DTN à un moment de ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste et toi, comment tu l'as conçu ce rôle? Alors le directeur technique national, en fait, il gère tout ce qui est sportif. Donc de l'équipe de France jusqu'au développement dans les clubs, donc jusqu'à la formation des encadrants, formation, développement et équipe de France. Ça passe aussi par, on va dire, l'animation des territoires, forcément. Donc c'est assez prenant parce on a toujours beaucoup d'activités. Même si aujourd'hui, parfois, il y a des responsables d'équipe de France qui permettent d'alléger un petit peu la tâche. Euh, mais le développement d'un sport, le suivi des financements publics, hein, il faut aller chercher des subventions, il faut avoir de très bonnes relations avec toutes les collectivités territoriales parce que sur le terrain, c'est vrai que c'est eux qui aident aussi le sport à exister, à se développer. Voilà, l'accompagnement des jeunes générations, le développement de pédagogie particulière, que ce soit pour les petits, pour les adolescents, pour les paralympiques. Voilà, tous les sportifs handicapés, il faut arriver à les intégrer dans les clubs. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à mettre en place, à faire adhérer l'ensemble des clubs et des éducateurs. Et puis, il faut aussi s'occuper un peu des bénévoles, voilà, leur donner de l'enthousiasme, leur donner des moyens de s'occuper bien de leur club. Donc ça occupe, mais c'est l'activité essentielle d'une fédération. Et alors, dans tes activités, tu as eu aussi des activités assez fortes qui consistaient en fait à rapprocher le sport et les entreprises, à amener les entreprises à s'intéresser au sport. Comment est-ce que tu décrirais la relation entre les entreprises et le sport et comment ton expérience pourrait la décrire de manière opérationnelle? Alors c'est vrai que j'ai eu, non pas la chance, parce que je l'ai choisi d'avoir cette double casquette entreprise et sport. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les entreprises, j'ai souvent été pas trop loin de la communication, du sponsoring, du commercial, des activités voilà, tournées quand même vers le sport et vers l'humain. Et effectivement, le monde de l'entreprise, il regarde le sport avec envie parce que le sport crée de l'émotion. C'est un élément qui rassemble l'émotion, bien sûr. Mais il ne sait pas forcément non plus comment l'aborder. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à traduire ce que le sport, les clubs, les sportifs peuvent renvoyer, redonner à l'entreprise et aider l'entreprise à mettre en place, à mettre des mots sur ses attentes pour que ce soit pour développer ses ventes, mais ça peut être aussi beaucoup de la communication interne, de donner de l'enthousiasme
à ses salariés ou même aller vers la partie sport santé. Il y a beaucoup de voies qu'on peut développer avec l'entreprise. Et voilà, la force d'un champion quand il parle, enfin, côté admiré ou admiratif, le côté enthousiaste, le côté positif. Je pense que ça fait du bien, hein, c'est quand même dans notre monde un petit peu perdu, un petit peu pessimiste, malheureusement. Alors, je sais que tu apportes, enfin, oui, tu accordes beaucoup d'importance à l'éthique. On en a parlé tout à l'heure. Tu es membre de la commission d'éthique du Comité olympique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et comment tu qualifies l'éthique dans le monde du sport, en fait? Ah bah, l'éthique, c'est un vaste sujet et c'est vrai que la loi de 2017 a imposé, mais en suivant, on va dire, un peu les attentes du public. Aujourd'hui, c'est une demande beaucoup plus générale que l'ensemble des activités, mais évidemment le sport, soit plus éthique, plus transparent, plus démocratique. Euh, et donc, la création des comités d'éthique dans toutes les fédérations et la création du comité de déontologie au CNOSF a pour vocation de promouvoir, bien sûr, l'éthique à tous les niveaux, jusqu'aux pratiquants, aux jeunes, aux champions, aux clubs, et puis aussi de rappeler un peu les règles et parfois d'aller jusqu'aux sanctions ou aux avis défavorables. Je pense que le monde du sport qui pense souvent qu'il est un peu tout seul, il est dans sa bulle, bah, doit comprendre que c'est pas un danger l'éthique. Au contraire, c'est pour protéger les gens, c'est pour protéger les procédures, c'est pour protéger l'ensemble des actions. Donc ça demande de la transparence, ça demande de la discussion, et ça demande à respecter certaines règles qui sont assez faciles et assez claires et que respectent d'ailleurs une très large majorité des dirigeants élus ou même professionnels. Alors, dernière question. Tu as un parcours assez extraordinaire, en fait, à la fois sur le plan sportif et sur le plan professionnel. Tu as fait des choses, la Ryder Cup, qui est un très très grand événement. Comment est-ce que quel serait si tu avais un conseil à donner à un jeune sportif de haut niveau voilà, qui envisage l'avenir, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil prioritaire dans son parcours à venir? Alors, pour un sportif de haut niveau, en tout cas quelqu'un qui a une ambition de devenir leader mondial, je pense que ce qui est toujours très important, c'est de conserver les trois pieds euh, pour être bien stable, c'est-à-dire une vie personnelle. Et donc ça se néglige pas. Il faut passer du temps avec soi et avec ce qu'on aime. Une vie professionnelle ou universitaire ou d'études, voilà. Continuer à, continuer à grandir, continuer à s'ouvrir les horizons sur d'autres mondes, d'autres façons de fonctionner. Et puis bien sûr, sa priorité sportive. Et là, on sait qu'il faut s'entourer des meilleurs, se donner les moyens d'être le meilleur. Donc il faut, il faut consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et être endurant. Parce que sportif de haut niveau, ça, bien sûr, on connaît des hauts et des bas. On apprend autant des bas que des hauts d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut durer. Et ça marche parce que globalement, le système français, il marche bien. Il y a des aides, il y a des activités, il y a des clubs qui sont au soutien des sportifs. Donc voilà, il faut y croire. Après, beaucoup se présentent devant la ligne de départ et peu sont champions. Ça, il faut l'accepter aussi. Écoute, merci beaucoup de cet entretien et j'espère qu'on aura l'occasion de le prolonger à travers d'autres entretiens. Merci encore. Merci.